démarrer ce webinaire. Je suis Alain Pariante, le directeur adjoint du département droit et transformation sociale. Et je représente ici Olivier Décimal, le directeur, et nous sommes de vous accueillir pour le webinaire du département, qui est le 5e webinaire qui se déroule. Et nous avons un public très nombreux ce soir pour un sujet effectivement d'actualité, très fortement d'actualité, droits de l'homme, climat, le sport sans foot. On va en parler avec des spécialistes et je vais laisser Alexandre Reto dans quelques secondes vous présenter ces spécialistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire mieux au niveau du calendrier pour avoir aujourd'hui à la fois l'ouverture de la COP27 et le tirage au sort des coupes européennes. Donc, il y a un lien parfait. Ce 7 novembre était le jour parfait pour ce séminaire. Et donc, le département droit et transformation sociale souhaite développer ces moments d'échange. Et ces moments d'échange, ils sont importants. Et vous avez déjà, et vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube du département les précédents webinaires qui sont accessibles. Vous aurez les liens un peu plus tard dans la soirée via la discussion. Vous pouvez suivre aussi le département droit et transformation sociale sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, et il y a un site internet aussi du département droit et transformation sociale. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps puisque je vais laisser le cœur du débat s'installer et je vais laisser la parole à Alexandre Reto qui va pouvoir vous présenter les différents intervenants, mais je n'oublierai pas de remercier Clémence Boineau qui est vraiment à la manœuvre pour tous ces webinaires depuis plusieurs mois maintenant. Donc, merci Clémence. Et la parole à Alexandre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire Droits de l'homme, climat, le sport sans foot. Comme Alain l'a très bien expliqué tout à l'heure, nous sommes à 2 semaines presque de l'ouverture de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar, une Coupe du Monde qui, avant même d'avoir lieu, aura déjà fait couler beaucoup d'encre, permis d'accumuler beaucoup de tweets et qui va nous permettre à nous désormais, avec l'aide de nos intervenants, de questionner justement plus largement notre rapport aux événements sportifs et aux prochains grands événements sportifs, questionner les enjeux environnementaux qu'ils impliquent, ainsi que la question du respect des droits de l'homme. Nous allons avoir un format un peu particulier puisque dans un premier temps, chacun de nos intervenants va présenter son sujet sur 2 à 3 minutes. Puis, une fois que ça aura été fait, chacun et chacune d'entre eux aura une quinzaine de minutes pour développer son propos. De votre côté, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit onglet qui est dédié, sur lequel vous pourrez poser vos questions par écrit et nous essaierons d'y répondre en fin de webinaire. Je vous préviens tout de suite que je suis un grand fan du Tour de France, donc s'il n'y a pas de questions, je poserai des questions d'ordre cycliste. Donc c'est une menace qui me paraît suffisamment forte pour que vous ayez envie de poser vos questions. Nous allons donc commencer avec Carole Gomez. Carole Gomez qui est directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS, assistante diplômée en sociologie du sport à l'Université de Lausanne. Carole, je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi tu vas parler. Oui, merci beaucoup. Merci à l'Université Bordeaux 4, l'Université de Bordeaux, anciennement Bordeaux 4, d'organiser cette conférence. Je suis vraiment ravie d'être avec vous sur ce sujet. L'objectif de mon propos sera peut-être un peu d'essayer de revenir sur 3 idées clés, peut-être celle de réexpliquer en quoi le sport est devenu, ou plutôt est apparu au grand jour comme un enjeu politique, géopolitique. Pour ceux qui suivent l'actualité sportive et politique, il ne leur a évidemment pas échappé les différentes sorties au cours des derniers jours, notamment celle de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, qui a envoyé une lettre ouverte aux fédérations participantes
à cette Coupe du Monde qui approche, leur demandant de se concentrer uniquement désormais sur le sport et de laisser de côté tous les aspects politiques et tous les aspects polémiques qui pouvaient être présents. Donc ça montre aussi à quel point c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un de mes objectifs dans mon développement sera de peut-être revenir sur ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Pourquoi est-ce que des États se saisissent de ces questions-là? Pourquoi est-ce que ces États investissent dans le domaine du sport? L'exemple du Qatar est évidemment à propos, mais il ne faudra surtout pas se limiter à ce seul exemple. On va avoir énormément dans le passé récent ou même dans le futur proche, d'autres exemples qui peuvent nous mener sur les différents continents. Il sera sans doute aussi important, et ce sera en lien directement avec ce que diront mes deux autres camarades, le concept de sport washing qui s'est de plus en plus développé, imposé. Et donc, ça aussi sera intéressant de revenir sur ce sujet. Et pour terminer, ce qui sera peut-être intéressant, ce sera de revenir sur ce que font en réalité ces fédérations sportives internationales, ce monde sportif, face à ces nouveaux enjeux. La question d'aujourd'hui traitait de la question des droits humains, de l'environnement, mais plus largement de comment est-ce que ce monde sportif s'adapte et cherche à être le reflet de la société, comment est-ce qu'il n'y parvient pas forcément, comment est-ce qu'il peut être à la traîne sur un certain nombre d'enjeux. Et ce sera sans doute essayer de dresser quelques pistes de réflexion sur comment est-ce que ce monde du sport se transforme, ou plutôt est forcé à se transformer et poussé à se transformer par un certain nombre d'autres acteurs extérieurs au monde du sport. Et je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Très bien, merci beaucoup Carole. Pour la suite de notre tour de table, Franck Lati, professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre, membre et ancien directeur du CEDIN, président de la branche française de l'International Law Association, spécialiste du droit international public, droit des investissements étrangers et droit du sport, arbitre au tribunal arbitral du sport de la chambre arbitrale du CNOSF et conciliateur, par ailleurs président du comité d'éthique de la Fédération française de tennis. Franck, de quoi allez-vous nous parler ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je précise que je m'exprime uniquement en tant qu'universitaire et que ce que je dis n'engage aucunement l'une des institutions que vous avez mentionnées. Je vais faire mon juriste, hein. Je suis juriste et donc mon propos sera juridique, et je vais concentrer mon attention sur la question des droits humains dans le sport, à l'occasion justement de la Coupe du Monde qui va s'ouvrir dans quelques jours au Qatar. Alors, ça n'est qu'une facette de la question plus générale des droits humains dans le sport. C'est une question qui est d'une actualité brûlante. En témoignent par exemple tous les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme par des sportifs. On a un recours pendant dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celui de l'athlète intersexe Caster Semenya, qui, pour concourir avec les athlètes féminines, doit prendre des pilules destinées à réduire son taux de testostérone. Elle a contesté cette réglementation de la Fédération internationale d'athlétisme devant le tribunal arbitral du sport, sans succès. Elle a fait un recours pour annuler la sentence devant le tribunal fédéral suisse sans succès. Et maintenant, elle est devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse. Donc ça, c'est une des illustrations de la question des droits humains dans le sport, parce qu'elle invoque l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, article 3 de la Convention européenne, le droit à la vie privée, article 8, ou l'interdiction de la discrimination, article 14. Donc, on est dans une période où les athlètes revendiquent de plus en plus le droit international des droits de l'homme, et en l'occurrence, dans cet exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ici, je vais vous parler non pas des droits humains des sportifs, des athlètes, mais plutôt des droits humains à l'occasion de l'organisation d'événements sportifs, de grandes compétitions internationales, et en l'occurrence
la Coupe du Monde au Qatar. Les droits humains qui ont été mis en cause ici, ce n'étaient pas ceux des athlètes, des footballeurs, en tout cas pas encore. Les droits humains en cause, ce sont ceux essentiellement des travailleurs migrants sur les chantiers de la Coupe du Monde. Les faits sont très connus. Le 2 décembre 2010, la FIFA annonce que le Qatar accueillera la Coupe du Monde de la FIFA de 2022. C'est la première fois que la Coupe du Monde va être organisée. Et du coup, à ce moment-là, le Qatar va lancer un vaste programme de construction d'infrastructures, des stades, des hôtels, des routes, des aéroports. Et les entreprises de construction de ces infrastructures ont fait un usage massif de travailleurs migrants, ceux dans des conditions qui ont donné lieu à beaucoup de violations des droits humains. Donc, c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc sous l'angle juridique, et ma question sera de savoir si finalement la FIFA s'en fout ou pas. Merci beaucoup Franck. Nous terminons ce tour de table avec Carlos Manuel Alves, qui est maître de conférence en droit européen de l'environnement à l'Université de Bordeaux, membre du CRDEI, Centre de droit européen international, co-directeur du DU, droit du sport. Il aime particulièrement l'étude des relations complexes, sinon dangereuses, entre biens communs et marché. Carlos, quel va être votre propos? Merci Alexandre, un grand merci au département, au DETS, d'organiser ces webinaires. J'en abuse d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'ils acceptent ma proposition. J'en profite pour remercier aussi rapidement Carole et Franck d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et je salue au passage les étudiants du DU de droit du sport, bien sûr, mais aussi les étudiants du DU de droit de l'environnement. Voilà. Pour répondre à la question d'Alexandre, comme cela a été évoqué un petit peu plus tôt par Alain, évidemment, on a la COP27 donc, qui a commencé ses travaux hier à Sharm el-Sheikh, donc la COP climat, donc, qui va travailler sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et cette COP27 va se dérouler jusqu'au 18 novembre, sachant que la Coupe du Monde, elle, va débuter le 20 novembre. Voilà. Donc, il y a quasiment un télescopage entre les deux événements, à quelques encablures d'ailleurs. Hein, l'Égypte, le Qatar, ce sont des pays bien évidemment très proches. C'était indiqué il y a un instant par Franck, il est juriste, je plaide coupable, je le suis également, donc je vais faire un peu mon juriste aussi. La question sur laquelle je vais me pencher plus particulièrement, bien sûr, ce sont les enjeux environnementaux inhérents aux grandes manifestations sportives. Alors, bien sûr, un éclairage plus particulier à propos de la Coupe du Monde au Qatar. En 2010, je lisais encore, il n'y a pas très longtemps, dans un quotidien vespéral bien connu, qu'un membre éminent du COMEX, du comité exécutif de la FIFA, au moment de la désignation du Qatar en 2010, avait expliqué que la question de l'inversion du calendrier se posait déjà, puisque normalement la Coupe du Monde a lieu en période estivale et pas en période automnale ou hivernale, et que la solution qui avait été retenue, qui avait emporté un peu l'adhésion, outre autres considérations liées à des questions d'éthique, c'était la climatisation des stades. Voilà, c'était la panacée, la climatisation des stades allait permettre la tenue d'une Coupe du Monde de football dans ce pays, dans cette région du monde, à une époque où les températures sont très élevées. Le problème, c'est que la climatisation des stades, bien évidemment, ça aboutit à une démarche climaticide. On a donc 7 stades qui ont été construits. Les émissions de gaz à effet de serre qui ont été évaluées par un cabinet mandaté par la FIFA évaluent, donc c'est à minima, les émissions inhérentes à cette manifestation, à cette Coupe du Monde au Qatar, à l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre mensuelles pour un mois, donc pour le Danemark. Voilà. Donc, on peut se poser la question du choix de différents pays, du poids environnemental, de l'impact environnemental de ces manifestations. Peut-être que le Qatar aurait été plus adapté que pour une compétition internationale de chars à voile, sans vouloir polémiquer, bien sûr. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a, et Carole parlait il y a un instant de sport washing, on peut parler de greenwashing aussi des fédérations sportives. Les JO d'hiver de Pékin, un peu plus tôt cette année, étaient censés être les JO d'hiver les plus propres, les plus verts
être neutre climatiquement. La Coupe du Monde qui s'annonce est censée être également verte, sinon vertueuse, sans parler bien sûr de la Coupe du Monde de rugby en 2023 qui se veut responsable, ou encore les JO, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 qui, si l'on en croit notamment Tony Estanguet, sont des exemples, vont être des jeux parfaitement exemplaires du point de vue environnemental. Donc il y a un télescopage entre les enjeux environnementaux et le droit du sport, la lex sportiva, le droit du sport émis par les grandes fédérations sportives internationales. Et toute la question, c'est de savoir si il y a une réelle prise en compte, si on est simplement sur du greenwashing, et est-ce qu'on est plus proche dans ces 50 du vert clair ou du vert foncé? Merci Carlos pour cette présentation. Comme précisé tout à l'heure, nous allons maintenant passer aux présentations un peu plus développées de nos intervenants. Nous allons débuter avec Franck Lati. Nous sommes dans un webinaire organisé par le département de recherche droit et transformation sociale de l'Université de Bordeaux. Dans droit et transformation sociale, il y a droit. La question qui se pose à un néophyte comme moi, c'est qu'en est-il dans le monde du sport, qui plus est lorsque les choses se déroulent à des échelles comme une Coupe du Monde, comment les choses sont organisées? Est-ce qu'il y a une législation? Et typiquement, dans le cas présent, avec cet exemple que vous évoquiez des ouvriers qui ont participé à la construction des stades pour le Qatar, quelles sont les règles en la matière? Quels sont comment dire, quels sont les points sur lesquels la communauté internationale peut influer? J'ai une longue carrière d'arrière à Waireleuil en foot. À cette époque-là, on avait l'habitude, lors d'une faute, lors d'un scandale sur le terrain, de faire appel à la FIFA. Est-ce qu'aujourd'hui, la FIFA représente justement un organisme qui peut faire bouger les choses sur ces sujets? Merci Alexandre, excellente question. Je vais essayer d'y répondre. Alors, droit et transformation sociale, je pense qu'à travers l'exemple des chantiers de la Coupe du Monde et de la réaction de la FIFA, on a peut-être un moyen de réunir les deux. Alors, je voudrais revenir en premier lieu sur les violations des droits humains avérées au Qatar à l'occasion de la construction des infrastructures dont je vous ai parlé. Les violations qui ont été constatées, c'est tout d'abord celles qui découlaient du système de la kafala. C'est une institution de droit musulman qui est dans la législation du Qatar et qui, en termes de droit du travail, se traduisait par un système d'emploi basé sur le parrainage qui liait légalement les travailleurs étrangers à leurs employeurs avec confiscation du passeport, impossibilité de changer d'emploi ou même de quitter le pays sans l'autorisation de l'employeur. Donc des travailleurs qui sont vraiment aux mains de l'employeur. Donc ça, c'est un des éléments qui a été tout de suite critiqué par des syndicats. Et ensuite, l'autre élément, c'est tout simplement le droit à la vie de ces travailleurs qui ont travaillé dans des conditions de travail extrêmement dangereuses, avec des situations de ce qu'on appelle le stress thermique, travailler en plein soleil par plus de 50 degrés, des conditions d'hébergement aussi complètement déplorables, et avec de très nombreux décès sur les chantiers de la Coupe du Monde. Alors, il y a des discussions sur le nombre exact. Il y a une enquête du Guardian de 2021 qui a recensé que 6500 travailleurs migrants sont décédés au Qatar au cours des 10 années précédentes. Alors, ces décès ne sont pas tous forcément dus aux conditions de travail, mais bon, en tout cas, il y a quand même sans doute plusieurs centaines, voire des milliers de morts sur ces chantiers de la Coupe du Monde. Alors, très rapidement, les ONG, les syndicats ont alerté sur ces conditions de travail. Il y a une vraie mobilisation de la société civile au niveau international, ce qui va entraîner de nombreuses réactions en chaîne. Le Qatar, tout d'abord, a
modifié considérablement son droit du travail. Il a mis fin au système de la kafala. Il a adhéré à des conventions internationales de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il a instauré un salaire minimum non discriminatoire, etc. etc. Donc, le droit du travail au Qatar a été métamorphosé sous l'effet de la pression internationale. Par ailleurs, les entreprises qui employaient ces travailleurs migrants, elles-mêmes ont fait l'objet de certaines actions en justice. Pour les entreprises françaises, il y a par exemple des plaintes qui ont été déposées en France contre Vinci pour travail forcé, réduction de servitude, traite des êtres humains. L'ONG Sherpa est à l'origine de ces plaintes pénales. Et puis, et c'est ce sur quoi je vais me concentrer maintenant, il y a eu des effets concernant la FIFA. Qui va faire évoluer le cadre juridique du football et va intégrer la dimension droits humains. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler en 2 temps. Alors, pour répondre à la question du séminaire, donc, est-ce que la FIFA s'en fout des droits humains? Je ne parlerai pas du climat, de l'environnement, je laisserai ça à Carlos. Est-ce que la FIFA s'en fout? Alors, je vais reprendre le jeu de mots, c'est l'avantage du webinaire citoyen par rapport au colloque universitaire. Donc, avant, la FIFA s'en foutait. Après, la FIFA ne peut plus s'en foutre. Ce sera un peu les 2 temps de ma présentation. Alors, avant, la FIFA s'en foutait. Désolé pour l'itération. C'est l'occasion de revenir sur le cadre juridique de la Coupe du Monde, et ça répondra aussi à la question introductive d'Alexandre. Le cadre juridique, en fait, c'est pas du tout un cadre fixé par un traité international adopté par des États, non, c'est un cadre contractuel et c'est un contrat au départ entre la FIFA qui, je vous rappelle, n'est pas une organisation internationale publique, hein, c'est une association de droit suisse, c'est pas une société multinationale, alors elle a des filiales qui sont des sociétés multinationales, mais la FIFA en elle-même qui a des missions de promotion du football et notamment à travers la Coupe du Monde, c'est une association de droit suisse et une Coupe du Monde de football, le point de départ, c'est un contrat entre la FIFA et l'Association nationale de football qui a présenté un dossier de candidature, donc la Fédération qatari de football. Donc c'est ça la base juridique, c'est ce contrat international, mais c'est un contrat soumis au droit suisse qui n'est pas conclu avec l'État, qui est conclu donc avec la Fédération nationale. Dans ce contrat, avant le contrat, il y a un dossier de candidature extrêmement fourni, c'est beaucoup de pages. Et dans ce dossier de candidature et dans le contrat, il doit y avoir des garanties gouvernementales, parce qu'il y a plein d'aspects de la Coupe du Monde qui impliquent les autorités étatiques, notamment l'accès au territoire, la sécurité, la question de la protection des droits commerciaux de la FIFA. La FIFA est très, très vigilante là-dessus. Il ne faut pas que la marque FIFA ou Coupe du Monde soit exploitée sans que la FIFA ne touche des droits. Donc, il y a une espèce de monopole commercial sur la marque, etc., etc. Donc, dans le dossier de candidature, il doit y avoir toutes ces garanties gouvernementales. Mais à l'époque, il n'y a rien il n'y a pas aucune condition en matière de droits de l'homme. Il n'y a aucune garantie gouvernementale en matière de respect des droits humains. Ça n'était pas à l'ordre du jour. Et la philosophie de l'époque, c'était que la FIFA s'occupe de foot, elle ne s'occupe pas de politique. Et la question des droits humains, c'est une question extra-sportive, c'est une question politique. Et donc, il y a une sorte de politique de l'autruche à l'époque. Et on pense, je ne sais pas, à la Coupe du Monde de 1978 en Argentine pendant la dictature militaire, qui a pu soulever pas mal de difficultés d'ailleurs lors de la Coupe du Monde, mais en tout cas, ce n'était pas une condition, il n'y avait aucun problème à ce que la Coupe du Monde se déroule parmi une dictature militaire. Alors, avec ce qui s'est passé au Qatar, avec les conditions de travail des travailleurs migrants en particulier, les choses ont considérablement changé et la FIFA a dû revoir quand même ses politiques en la matière et ses politiques et son droit et les règles juridiques qui encadrent la Coupe du Monde. Alors on peut aller chercher des motivations, pourquoi la FIFA a fait ça. Une des explications, c'est que la poule aux œufs d'or était menacée, c'est que la Coupe du Monde avec des violations massives des droits humains, ça peut entacher la réputation de la Coupe du Monde, donc ça peut justifier aussi une évolution du cadre juridique. C'est une explication parmi d'autres. Si on veut être plus
idéaliste, on peut dire aussi que dans le sport, il y a quand même des valeurs et le respect des droits humains, ça fait partie de ces valeurs et peut-être que la FIFA n'était pas non plus complètement insensible à cela. Je ne vais pas chercher à sonder les motivations, je vais plutôt parler donc maintenant de la situation. Après ce qui s'est passé au Qatar et après ce scandale des chantiers de la Coupe du Monde, eh bien, la FIFA ne peut plus s'en foutre. C'est le deuxième temps de ma présentation. Alors, il faut savoir que la FIFA, ce n'est pas elle qui directement passe des contrats avec les sociétés de construction. Donc, la FIFA, elle n'a pas un contrôle direct de ce qui se passe au Qatar. Ce n'est pas elle qui emploie les travailleurs. Ces leviers pour agir en la matière sont plus indirects, mais il y a incontestablement des leviers. Et elle les a utilisés parce qu'elle a clairement fait pression sur le Qatar pour que sa législation évolue et pour que la situation soit beaucoup moins catastrophique. Donc, il y a eu une vraie action de la FIFA à l'égard du Qatar, notamment pour que la situation des droits humains s'améliore. Alors, au-delà de ça, il y a tout un contexte juridique sur lequel je vais m'attarder. Donc, la FIFA s'est rendue compte qu'il fallait faire évoluer la prise en considération des droits humains. Elle a commandé un rapport à un professeur américain qui s'appelait John Ruggie, R-U-2-G-I-E. C'est un professeur qui était très connu pour avoir travaillé sur les multinationales et les droits humains et la question du respect des droits humains par les multinationales. Et il a travaillé notamment pour les Nations Unies. Il a fait adopter toute une série de principes sur le respect des droits humains par les multinationales. Et donc, la FIFA a commandé auprès de M. Ruggie un rapport pour savoir finalement qu'est-ce qu'elle pourrait faire en matière de droits humains. Et M. Ruggie lui a recommandé justement d'intégrer les principes des Nations Unies sur les multinationales et les droits de l'homme. Et sur cette base, eh bien, la FIFA a modifié ses statuts. Donc, les statuts, c'est vraiment la constitution de la FIFA, c'est les règles les plus importantes de la FIFA. Et elle a adopté un article 3 dans ses statuts que je vais vous lire, c'est très court. Je cite, « La FIFA s'engage à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et elle mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits. » Et donc là, Carlos parlait tout à l'heure de l'ex sportiva, le respect des droits de l'homme finalement a intégré la lex sportiva ou ce qu'on peut appeler la lex FIFA, c'est-à-dire le droit de la FIFA. C'est donc la constitution de la FIFA qui intègre cette dimension. Il faut s'engage à respecter les droits de l'homme et à tout mettre en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits. Alors après, ça veut dire c'est juste que ce qui est écrit sur du papier et tout dépend de la mise en œuvre. Et le fait est que la FIFA ne s'est pas contentée de changer ses statuts. Elle a adopté dans la foulée une politique en matière de droits de l'homme, c'est en 2017, qui précise l'engagement statutaire de la FIFA. Alors bon, évidemment, il y a une portée publicitaire là-dedans qui n'aura échappé à personne, mais il y a quand même des conséquences qui suivent dans la pratique. La FIFA a aussi créé un conseil consultatif des droits de l'homme, qui était composé de 8 experts indépendants et qui conseillaient la FIFA sur sa politique droits de l'homme, avec des rapports périodiques, un suivi de ce qui était concrètement mis en œuvre, avec des recommandations parfois assez strictes, qui prenaient acte notamment des avancées de ce qui se passait au Qatar. Et ce conseil consultatif a vu que justement la législation au Qatar avait évolué sous l'impulsion de la FIFA, recommandait à la FIFA d'aller encore plus loin, de faire encore plus pression sur certains aspects, tout en regardant aussi ce qui se passait en Russie, c'est le contexte de la préparation de la Coupe du Monde de 2018, ce qui se passait aussi en Iran, avec les femmes qui étaient interdites de stade, etc. Donc il y avait toute une série tout un panorama des droits humains dans le monde de football qui était examiné par ce comité consultatif, et la FIFA disait ce qu'elle faisait, elle rendait un peu des comptes à ce comité. Donc c'était un mécanisme vraiment très, 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 très intéressant. Et puis, nouvelle étape, la FIFA a décidé d'ajouter aux garanties gouvernementales dont je vous parlais, dans le dossier de candidature, un engagement du gouvernement de respecter les droits de l'homme.
Donc, ce qui s'est passé en 2010 ne pourrait plus se passer maintenant. En tout cas, ça fait partie des critères d'attribution de la Coupe du Monde que de voir finalement quels sont les engagements du gouvernement d'accueil en matière de respect des droits humains. Et donc, il doit y avoir un engagement du gouvernement à respecter les droits humains, y compris les droits des travailleurs. Donc, évidemment, il faudra voir comment tout ça est mis en œuvre à l'avenir. Est-ce que va y avoir une vraie conditionnalité droits humains dans l'attribution de Coupe du Monde? C'est sans doute un peu trop pour le dire, mais on voit que finalement, la FIFA, un peu paradoxalement, peut jouer un rôle très important dans la promotion des droits humains dans le sport, voire à la tête d'un réseau de 108, je crois, associations nationales, et elle peut aussi faire pression sur toutes les associations membres pour qu'elles intègrent la dimension droits humains. Alors, évidemment, je ne veux pas présenter ça de manière idyllique. Hein. Il y a des limites qui se font encore jour à l'heure actuelle. Le comité consultatif dont je vous ai parlé, son mandat a expiré. C'est sans doute dommage parce que c'était vraiment une instance indépendante qui n'hésitait pas à dire les choses de manière franche. Là, la FIFA a l'air de vouloir internaliser ces questions de suivi de la question des droits de l'homme. Alors, elle parle de créer une sous-commission des droits de l'homme au sein de la commission de gouvernance. Voilà, il faudra voir si on a un vrai organe consultatif composé d'experts indépendants avec une liberté de parole et le caractère public de ce qu'il fait. Et ça, c'est sans doute un élément très important pour la mise en œuvre de l'engagement de la FIFA en matière de droits humains. Et puis, pour revenir au cas du Qatar, il y a quand même des limites concernant l'indemnisation des travailleurs. Il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur la création d'un fonds d'indemnisation par la FIFA. Alors, la FIFA essaye de faire pression pour que le gouvernement du Qatar, enfin, elle a fait pression pour que le gouvernement du Qatar mette un fonds d'indemnisation, mais les ONG disent que non, mais c'est à la FIFA elle-même de mettre en place ce fonds d'indemnisation. Elle a beaucoup d'argent, elle gagne beaucoup d'argent avec la Coupe du Monde, et donc elle pourrait elle-même indemniser les travailleurs qui ont été victimes. Et puis, dernier point, voilà, alors que la Coupe du Monde approche, la pression est maximale avec des menaces de boycott qui sont agitées, parce que c'est le dernier moment pour agir finalement. Et là, l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du droit, donc ces syndicats qui est à l'origine un peu de toutes ces révélations sur la situation des travailleurs migrants, plaide pour la création d'un centre pour les travailleurs migrants au Qatar, centre d'information, de défense de leurs droits, etc. etc. Donc, voilà, en bout de course, il est clair qu'il y a eu des violations très importantes des droits humains, il y a eu beaucoup de victimes. Cela étant, si on veut terminer sur une note un peu plus positive, c'est que le Qatar finalement propose un droit du travail aujourd'hui qui est assez inédit dans toute la région. C'est sans doute le pays de la région où la législation du travail est la plus protectrice des travailleurs. Voilà, encore une fois, il y a une différence parfois entre le droit et la manière dont il est mis en œuvre. Je ne veux pas du tout dire qu'il n'y a aucun problème de violation des droits humains ou des droits des travailleurs au Qatar, mais d'un point de vue juridique, la situation finalement a connu une amélioration assez sensible. Mon dernier mot, c'est que cet exemple à travers la FIFA de la prise en compte des droits humains dans les règles sportives, eh bien, c'est quelque chose qui devrait faire tache d'huile. Le CIO, à son tour, maintenant, a mis en place une conditionnalité droits humains. Donc maintenant, dans le dossier de candidature pour organiser les Jeux Olympiques, eh bien, il faut aussi que nos gouvernements s'engagent à ne pas être à l'origine de violations des droits humains. J'imagine que d'autres fédérations internationales devraient suivre ce chemin, et donc ça risque, dans quelques années, d'être la norme, avec finalement un risque, c'est que la compétition, les grandes compétitions internationales se déroulent que dans certaines parties du monde et que d'autres en soient exclus. Alors bon, si ça peut les motiver pour améliorer la situation des droits humains, très bien, et on verra que le sport peut finalement aider à promouvoir les droits humains. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Franck. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, et puis il pourrait y en avoir vu les précisions qui ont été apportées par Franck sur ce sujet sensible, si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser l'onglet questions et réponses qui est prévu à cet effet, et nous sélectionnerons ces questions une fois que tous nos intervenants auront développé leur sujet.
Nous allons continuer maintenant avec Carlos Manuel Alves. Alors, dans la présentation de Franck, nous avons fait un focus très spécifique sur cet exemple des ouvriers au Qatar pour les droits humains. On va rester encore sur cette Coupe du Monde de foot, puisque s'ouvrent à peu près en même temps deux événements assez importants, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football au Qatar et la COP27. La Coupe du Monde de football au Qatar qui s'est illustrée notamment lors de la construction de 7 stades qui s'est illustrée parce qu'il s'agissait de stades climatisés dans une région du monde où il fait plutôt chaud. La COP27, elle, doit permettre de trouver des solutions collectives pour enrayer un tant soit peu le changement climatique. D'où mon interrogation, Carlos, est-ce que ces deux sujets qui vont se chevaucher temporellement parlant se recoupent d'une autre manière, ou est-ce que, encore une fois, tout le monde s'en fout du climat? Excellente question, Alexandre, et surtout redoutable question, redoutable responsabilité que d'y répondre, mais je vais quand même essayer. Oui, donc la COP27 a débuté ses travaux hier, avec pas mal d'ailleurs de zones d'ombre déjà qui pèsent, puisque le président chinois ne sera pas présent, alors que c'est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre, mais je ne vais pas développer ce point, ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Donc la COP27 qui déjà connaît pas mal de difficultés et de sombres augures quant à son issue positive le 18 novembre prochain, débute ses travaux donc au moment où les yeux se tournent de plus en plus vers le Qatar, puisque la Coupe du Monde effectivement approche à grands pas, elle commence le 20 novembre prochain. Et Franck évoquait il y a un instant la question du boycott. Est-ce qu'on va pouvoir regarder les matchs de la Coupe du Monde qui se déroulent donc à 2 pas de Sharm el-Sheikh et fermer les yeux sur les atteintes à l'environnement? C'est une question redoutable. Puisque je suis à Bordeaux, vous me permettrez donc de filer la métaphore viticole. L'année 2022 est censée être un grand cru s'agissant des événements sportifs verts. Il y a la Coupe du Monde donc au Qatar qui est censée être vertueuse. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été présentée. Les Jeux olympiques de Pékin devaient l'être également. Comme je l'ai évoqué précédemment, la Coupe du Monde de rugby en 2023 doit l'être également. Les Jeux de Paris se targuent d'être une compétition écologique. Alors, serait-il candide de croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du sport, ou serait-ce plutôt l'hommage du vice à la vertu? Le soupçon de greenwashing pèse sur ces grands messes sportives. Après la neige artificielle à Pékin, on a les stades climatisés et donc climaticides au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar, certains ont pu dire une coupe de trop pour un environnement qui trinque encore. En somme, est-ce que le sport s'en fout? Quoi qu'il en soit, ce souci de vert, ce souci de vertu, traduit le souci de la puissance sportive de retrouver des couleurs face aux scandales qui viennent ternir régulièrement l'image du sport depuis plusieurs années. Franck l'a évoqué sur d'autres aspects. Les institutions sportives, les fédérations sportives sont de plus en plus sommées de se justifier, d'intégrer des valeurs sociales extrasportives, des valeurs politiques, osons le gros mot, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les préoccupations des membres de la cité, de la police, telles que les droits de l'homme, les droits humains, ça a été évoqué par Franck, l'égalité femmes-hommes, ou encore, last but not least, la protection de l'environnement. Malgré la prétention à l'autonomie du mouvement sportif, le mouvement sportif s'est toujours présenté comme étant autonome, comme étant apolitique. Je pense que Carole nous l'expliquera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, autonome par rapport à la politique. Donc, dans le choix, par exemple, des pays hôtes, on a eu effectivement l'Argentine de la junte des colonels en 1978 qui a accueilli la Coupe du Monde, comme l'évoquait Franck. On a eu l'URSS qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1980, la Russie de Poutine, la Coupe du Monde en 2018, la Chine donc, en 2008 et en 2022, etc., etc. Eh bien, il apparaît que le sport, de plus en plus, ne saurait être hors-jeu social. Il ne peut plus demeurer étranger aux attentes de la société. Pour reprendre la formule de Franck, il ne peut plus s'en foutre. Fait de société majeure, selon les termes du Conseil d'État, qui a consacré un rapport récent sur le sport. Donc, le sport est un fait de société majeur. Donc, le sport ne saurait ignorer la société, ne saurait ignorer son environnement et donc l'environnement.
Comme l'a montré et démontré la philosophe Isabelle Keval, qui est spécialisée dans les questions du sport, le sens du sport a depuis toujours été largement, pas exclusivement, pas intégralement, mais largement hors du sport, hors jeu, hors du jeu. Hier, il a pu être instrumentalisé par les dictatures fascistes et nazies, la Coupe du monde de football en 1934 en Italie, les JO de Berlin, malheureusement bien connus en 1936, par les démocraties dites populaires pendant la guerre froide, ou aujourd'hui par des régimes autoritaires, par des démocratures, ou même on peut dire que quelque part le sport est soluble dans le marché. Donc, le sport est un petit peu mis à toutes les sauces. Dès lors, est-ce qu'on peut encore considérer que le sport peut faire rimer un esprit sain avec un corps social sain? Cette crise de conscience des fédérations sportives qu'évoquait Franck il y a un instant, cette ébauche de prise de conscience, elle n'est pas simplement motivée par le souci de l'intérêt général, du bien commun. Elle atteste d'une charité bien ordonnée. Le CIO utilise la formule « des athlètes sains ont besoin d'un environnement sain ». En effet, la pratique du sport est tributaire de l'environnement, des conditions environnementales, bien évidemment. On le voit avec le Qatar. Et cela a été d'ailleurs corroboré de manière éclatante par un rapport du WWF, une célèbre ONG environnementale, le Fonds mondial pour la nature, qui, à la demande du ministère français des Sports, avait élaboré un rapport à l'été 2021 qui montrait que dans une hypothèse d'un changement climatique d'une hausse des températures à 4 degrés Celsius, on perdrait 2 mois de pratique sportive dans l'année. Il serait impossible de faire du sport pendant 2 mois dans l'année. Si c'est une hypothèse à 2 degrés Celsius, on ne perdrait entre guillemets qu'un mois, un peu moins d'un mois. Cette prise en compte donc, de valeurs politiques constitue une obligation, en tout cas une injonction forte à l'égard des fédérations sportives aujourd'hui, mais elle constitue également un danger parce que la prise en compte des valeurs comme l'environnement peut constituer le cheval de Troie d'une ingérence des pouvoirs publics, d'une ingérence des États. Or, les fédérations sportives cherchent à préserver absolument, juridiquement, leur autonomie. La Lex Sportiva repose sur ce mythe d'une contre-société sportive et d'une autonomie juridique normative, une autorégulation juridique. Donc, les autorités sportives vont développer une Lex Sportiva spécifique pour intégrer ces nouvelles valeurs, mais il apparaît que les moyens juridiques qui vont être utilisés par ces institutions sportives renvoient surtout à des textes de soft law, c'est-à-dire des textes de droit doux qui ne sont pas juridiquement contraignants, du droit un peu vert, si on peut dire. Cependant, donc, il apparaît que les pouvoirs sportifs s'emparent de ces questions en pratiquant une démarche un petit peu à la carte. C'est-à-dire que ces textes de soft law vont piocher dans des instruments existants en droit international. Déjà, les fédérations sportives ne vont pas reformuler tout le droit international de l'environnement, mais il y a une forme de self-service normatif qui va être développé par les fédérations sportives et qui vont piocher donc dans des instruments de droit international de l'environnement. Et c'est pourquoi, en fait, la prise en considération de l'environnement par le mouvement sportif ne va pas remettre en cause son autonomie, ce qui peut paraître assez paradoxal. Et cette préservation de l'autonomie, elle va se traduire à 2 égards. Tout d'abord, les fédérations sportives vont prendre leur temps pour prendre en compte l'environnement. Il y a un long temps de latence qui a été nécessaire à la prise en compte des exigences écologiques par les fédérations sportives. En outre, il y a une forme édulcorée. La forme qui a prise la prise en compte de l'environnement revêt une forme édulcorée, une forme simplement incitative, comme je le disais un instant, à travers des textes de soft law. Le mouvement sportif a longtemps ignoré la protection de l'environnement. De là à dire que l'autonomie sportive peut confiner à l'autarcie, il n'y a qu'un pas. En effet, il va falloir attendre le début, l'aube des années 1990 pour que les fédérations sportives, les grandes fédérations sportives internationales s'intéressent à l'environnement. Alors que l'environnement est devenu une valeur de la communauté internationale depuis 1972 à Stockholm. Il faudra attendre le congrès du centenaire en 1994 pour que le CIO amende sa charte suite au sommet de la Terre à Rio en 1992
et intègre donc l'environnement qui va devenir une troisième dimension de l'olympisme aux côtés des missions traditionnelles de promotion de la culture et du sport. Je cite, le rôle du CEO est d'encourager et de soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d'exiger que les JO soient organisés en conséquence. Donc, cette exigence de prise en compte de l'environnement, elle va s'appliquer à partir des Olympiades de 1994 à Lillehammer, JO d'hiver donc en Norvège, ce qui est assez peu surprenant dans la mesure où le rapport sur le développement durable qui a servi aux travaux du sommet de la Terre à Rio a été élaboré sous la présidence de Mme Gro Harlem Brundtland, qui était première ministre norvégienne. Et donc, il y a une forme de continuité dans cette prise en compte de l'environnement sous la communauté internationale. Alors, depuis, le développement durable a été érigé au rang d'objectif du mouvement olympique, également de la FIFA dans son sillage. Dès lors, il apparaît donc qu'il y a une ébauche de verdissement qui va se traduire sur le plan institutionnel et sur le plan normatif. Sur le plan institutionnel, une commission pour le sport et l'environnement va être créée, qui depuis a été renommée la commission de la durabilité de l'héritage. Ce qui d'ailleurs n'est pas anodin puisqu'on voit que le terme environnement disparaît au profit de la durabilité et au profit de la promotion du sport durable. Or, le problème avec l'expression sport durable, c'est qu'elle est un petit peu ambiguë, dans la mesure où l'environnement est ici conçu comme une condition de la pérennité de la pratique du sport. Je renvoie à ce que je disais il y a quelques instants à propos du rapport du WWF, c'est-à-dire que les conditions de l'environnement doivent être satisfaisantes pour permettre la pratique du sport. Ce qui n'est pas du tout la même chose, donc considérer l'environnement comme une condition de la pérennité du sport, que d'ériger l'environnement en conditionnalité. Franck évoquait il y a un instant la conditionnalité droits humains. Il existe en droit international de l'environnement aussi une éco-conditionnalité, une conditionnalité environnementale, mais ici, elle n'est pas retenue par les fédérations sportives. Si l'on regarde si l'on examine les textes adoptés au-delà des modifications institutionnelles, le CIO a fait le choix de recourir à l'agenda 21. Alors, ce choix est éminemment révélateur dans la mesure où il s'agit d'un texte donc, adopté lors du sommet de la Terre à Rio 1992. Donc, comme son nom l'indique, Agenda 21, c'est un programme d'action pour le développement durable au XXIe siècle. Mais ce texte est un simple texte de soft law, un simple texte incitatif. Et donc, il n'est pas surprenant que les grandes fédérations sportives aient opté plutôt pour l'agenda 21, qui est assez peu contraignant. Dès lors, le CIO a adopté un programme d'action qui fait écho à cet agenda 21, l'agenda 21 olympique, qui s'articule autour de 3 axes, un volet économique, un volet environnemental et un volet social. Ce faisant, donc, cet agenda 21 olympique fait écho aux 3 composantes retenues par le sommet de Rio en matière de développement durable, un pôle économique, un pôle écologique, un pôle social. Dans la même veine, un prix sport et environnement a été créé. De même, des réunions relatives à l'environnement ont été instaurées. Toutefois, ces conférences ont cessé depuis 2013. Je passe rapidement dessus. Ce qui est un petit peu plus intéressant, a priori, ce qui constituait un instrument un peu plus intéressant, a priori, c'était l'annonce par l'agenda 21 olympique de la mise en œuvre d'une étude d'impact. Donc, comme son nom l'indique, une étude d'impact, c'est un instrument traditionnel du droit de l'environnement, c'est une procédure qui doit permettre d'évaluer en amont les effets environnementaux délétères, néfastes, pour les corriger, pour les compenser, pour les atténuer. Le CIO, de manière assez révélatrice, de manière assez significative, a souhaité se doter de sa propre étude d'impact, l'Olympic Games Impact. Or, il apparaît que le bilan de cette étude d'impact, que l'impact de cette étude éponyme est assez décevant. Puisque, selon même la formulation de l'agenda 21 olympique, les conséquences environnementales devraient être prises en considération. Donc, on utilise le conditionnel et non pas l'indicatif, ce qui en droit est particulièrement significatif.
De la même manière, l'émergence de la thématique climatique est venue télescoper le fonctionnement des fédérations sportives, est venue renforcer la problématique environnementale, puisqu'aujourd'hui, la thématique climatique a tendance un peu à phagocyter le droit international de l'environnement. Il apparaît donc que l'émergence et la montée en puissance de la problématique spécifiquement relative au climat a pu en fait paradoxalement favoriser les fédérations sportives. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai des nombreux textes relatifs, des nombreux traités relatifs au changement climatique, mais c'est encore plus vrai avec l'accord de Paris adopté donc à l'issue de la COP21, qui franchit un pas de plus dans la déformalisation du droit international, c'est-à-dire que l'accord de Paris donne un rôle encore plus important aux acteurs non étatiques. Donc, le droit du changement climatique cherche à s'appuyer sur la société civile, sur les grandes entreprises transnationales et bien évidemment les fédérations sportives qui, juridiquement, ça a été rappelé par Franck, sont des associations mais qui fonctionnent comme des grandes entreprises, sont bien évidemment aux premières loges pour s'emparer de cette thématique climatique et légitimer leur rôle en tant qu'acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement climatique. Alors formellement, ça s'est traduit comment ? Lors de la COP24 en Pologne en 2018 à Katowice, le CIO a décidé de rejoindre une coalition d'acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique. Donc un accord cadre a été signé entre les organes de l'accord de Paris et plusieurs fédérations sportives comme le CIO, la FIFA, l'UEFA, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo ou encore ceux de Paris, la Fédération française de tennis au titre du tournoi de Roland-Garros ou encore la Ligue mondiale de surf. Donc, je passe rapidement. Cet accord cadre comporte 5 principes. On aura peut-être le temps d'y revenir un petit peu plus tard. En tout état de cause, donc, les fédérations sportives se sont emparées de cette problématique climatique pour légitimer leur rôle et pour légitimer leur autonomie par rapport aux États. Toutefois, comme l'avait soulevé Mireille Delmas-Marty, le problème avec l'autorégulation, et notamment de l'autorégulation des entreprises transnationales, nous permettrait de transposer le propos fédération sportive. L'objectif inavoué de l'autorégulation, c'est de faire obstacle à une intervention du législateur devenue inutile, qui aboutit en fait à privatiser la règle de droit et à transformer le chef d'entreprise directement concerné en législateur, policier et juge. Or, le mouvement sportif s'est converti à l'économie de marché, comme le soulignait encore le Conseil d'État dans son rapport en 2019. Dès lors, on peut transposer assez aisément ce constat au mouvement sportif, qui d'ailleurs préfère ce type de partenariat que j'évoquais, l'accord cadre de 2018, qui ne sont pas très contraignants et qui permettent donc de conserver une grande liberté. Donc, on peut se demander si l'autorégulation rime nécessairement avec responsabilisation de ces acteurs. C'est pourquoi, pour conclure, je voudrais souligner qu'on peut reprendre la formule de Clémenceau à propos de l'armée, à propos des questions de défense, qui disait que les questions de défense étaient une chose trop importante pour les laisser aux seules mains des militaires. Et on peut aujourd'hui se demander si le sport n'est pas devenu un domaine trop important, trop grave par rapport à ses implications, ses impacts environnementaux et aussi en matière de droits humains, pour la confier au seul mouvement sportif. C'est pourquoi les États, qui sont longtemps restés sur la touche, ont respecté l'autonomie des fédérations sportives, mais pourraient rentrer sur le terrain de la régulation du sport. Ça pourrait être notamment le cas des États européens. J'endosse ma casquette de spécialiste de droit européen. Après tout, leur union fait leur force. Il n'y a qu'à voir l'impact de l'arrêt Bosman sur le fonctionnement du sport. Et la puissance publique isolée, qui est assez peu efficace face au pouvoir sportif, pourrait devenir plus efficace face au mouvement sportif en étant unis. Et pour lancer quelques pistes,
puisqu'il paraît que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination, comme l'évoquait Jean Giraudoux. On pourrait penser à transposer au domaine du sport la démarche des tribunaux citoyens, qui a été expérimentée en matière environnementale, à propos de Monsanto, par exemple, des tribunaux citoyens, qui pourraient être instaurés à l'égard de la FIFA ou du CIO. On pourrait ici penser au contentieux climatique, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'ONG et de citoyens qui intentent des recours pour atteinte au climat, à l'encontre de Total, par exemple. Donc, on peut très bien imaginer que la FIFA pourrait subir le même sort, surtout que l'Union européenne est en train de mettre en place un devoir de vigilance des entreprises à l'échelon européen. On aura peut-être l'occasion de développer ce point, mais en 2 mots, le devoir de vigilance, c'est quoi? C'est suite à la catastrophe du Rana Plaza en 2013. Il y a une loi française qui a été adoptée en 2017 et l'Europe est en train d'essayer de transformer l'essai en adoptant à son directive a été faite par la Commission européenne. Et donc, les entreprises qui sont à la tête d'une chaîne de production importante, avec des filiales, des sous-traitants, etc., doivent élaborer un plan qui inventorie les risques environnementaux et relatifs aux droits humains qui sont liés à leur activité, et donc proposer des solutions pour atténuer, compenser ces atteintes. Donc, on pourrait très bien transposer cette solution, ce devoir de vigilance aux fédérations sportives. Et puis, Franck avait évoqué il y a quelque temps de ça, et je laisserai le soin d'en parler le cas échéant dans le cadre des questions avec le public, et avait évoqué l'hypothèse d'un service public international qui pourrait être une idée intéressante, qui permettrait aux États d'avoir un petit peu plus de mainmise, de maîtrise sur le fonctionnement des fédérations sportives. Voilà. Et donc, je mets plutôt l'accent sur les pays européens, mais évidemment, c'est un rôle qui incombe à tous les États. Le sport est une problématique universelle, mais comme je suis parti d'un labo de droit européen, je vais plutôt mettre l'accent sur l'Europe, qui a été le berceau de la renaissance sportive au XIXe siècle. On pourrait donc se demander, retour vers le futur, si l'Europe ne pourrait pas contribuer à une renaissance du sport plus éthique, à un sport qui soit plus respectueux d'un corps social sain. Et même si l'Europe est loin d'être parfaite, que ce soit l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, pour paraphraser un grand Européen, même s'il était britannique, l'Europe pourrait être, je dis bien pourrait être, le pire des instruments de régulation du sport, à l'exception de tous les autres. Voilà. Et peut-être faire tache d'huile pour d'autres régions du monde. Je m'arrêterai là, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long. Merci Alexandre. Pas de problème, pas de problème. On dira que c'est le temps additionnel. Merci beaucoup, Carlos, pour cette intervention. Alors, sur les interventions donc, de Franck comme de Carlos, hein, on a l'impression que finalement, le sport et la politique peuvent parfois être entremêlés. Ceci dit, la Russie a été bannie des grandes messes sportives internationales pour avoir institutionnalisé du dopage. Nous avons en ce moment des affaires qui gravitent autour de Nicolas Sarkozy et Michel Platini, justement au sujet de l'attribution de l'édition à venir de la Coupe du Monde de football. Le sport et la politique ne sont pas toujours séparés, visiblement. Donc, est-ce que ces nations, ces dirigeants, ou parfois même les sponsors, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par la dimension sportive du sport, ou est-ce qu'ils y voient quelque chose d'autre, par exemple des enjeux géopolitiques, du soft power ou du greenwashing? C'est cette question que je vais poser à Carole Gomez pour enchaîner sur la dernière partie de notre webinaire. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette question vaste. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, en essayant surtout de ne pas empiéter de ne pas répéter ce qui a été dit par mes camarades, mais plutôt en venant les compléter. Pour essayer peut-être d'esquisser déjà des pistes de réflexion, un élément qui me semble essentiel à préciser en amont est de s'interroger pourquoi est-ce que des États candidates, organisent, investissent autant dans le domaine du sport. On l'a vu, on en parle de plus en plus, on voit souvent des États, parfois les mêmes,
investir, acheter des clubs de football, développer des chaînes de diffusion, accueillir des grands événements sportifs internationaux. À ce titre, la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Qatar, l'Arabie Saoudite sont devenus, en l'espace de quelques années, des acteurs extrêmement importants dans le domaine du sport, sont devenus ou ont continué à être des acteurs importants dans le domaine du sport. Et en fait, ça, c'est ce que l'on appelle la diplomatie sportive. C'est comment est-ce que, par le prisme de l'utilisation du sport, vous allez pouvoir arriver à faire rayonner votre pays en dehors de vos frontières, mais aussi donner une image positive. Ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de diplomatie sportive, c'est un autre concept qui est mobilisé, qui a été développé par le politiste américain Joseph Nye, qui s'appelle le soft power, et c'est toute une réflexion autour du concept de puissance, où au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait vraiment une utilisation très forte du concept de puissance, du concept de hard power, à savoir l'arme militaire et l'arme économique. Joseph Nye, c'est justement de dire qu'au-delà de ces éléments-là, au-delà de ces deux tendances-là, fortes évidemment, il y a aussi d'autres choses qui existent, et c'est ce qu'on va appeler le soft power. Le soft power, c'est comment par différents canaux, vous allez arriver à convaincre des États, des acteurs internationaux à se rallier à votre cause et à donner une bonne image de votre État, de votre politique, et ainsi faire en sorte qu'ils deviennent des alliés. Évidemment, le premier exemple auquel on pense, et qui d'ailleurs été cité par Joseph Nye à la fois dans son article et puis ensuite dans son ouvrage, c'était la question de la culture, la question du cinéma, la question de la chanson, mais aussi la question du sport. C'est très rapidement posé, puisque ça permet à intervalles très réguliers de faire les unes des journaux, d'être absolument au cœur de l'actualité, et aussi en donnant une image plutôt positive. Et c'est à ce niveau-là qu'on va avoir un nouveau concept qui va se développer, qui va être le concept de sport washing, c'est-à-dire un concept qui va être un terme qui a été développé au tournant des années 2015 par une ONG de mémoire, c'était Human Rights Watch, qui justement essayait de théoriser un peu cette utilisation du sport afin de venir laver, redonner une virginité à des pays qui avaient besoin d'apparaître sous de meilleurs auspices. Et à ce titre, en 2015, quand ça a été développé, c'était notamment pour désigner les investissements massifs que l'Azerbaïdjan faisait dans le domaine du sport, et qui permettaient de donner une image un peu plus, non seulement de le faire exister sur la carte du monde, mais aussi pour lui donner une image plus positive que celle que l'on pouvait avoir a priori. J'ai vraiment voulu développer et vous expliciter ces différents concepts, parce que c'est quelque chose que l'on va retrouver par la suite et qui vont peut-être nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre. Peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment par mes deux camarades, il y a la question de savoir, est-ce que le monde du foot, est-ce que la FIFA s'en fout des questions des droits humains, la question de l'environnement. Pour le coup, je vais pas répéter ce qui a été brillamment exposé par Franck Lati, mais je vais plutôt m'intéresser sur les raisons qui poussent les fédérations à se saisir de ce sujet-là. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises par Franck Lati, qui ont été esquissées par lui dans le cadre de son propos. Mais ce qui me semble intéressant peut-être sur lequel il peut être intéressant de revenir, c'est peut-être essayer de les lister en essayant de réfléchir non pas d'un point de vue juridique, ce que je ne sais plus faire depuis déjà une dizaine d'années, mais plus d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue de la science politique plus largement. Et à ce titre, ce qui me semble intéressant de noter sur la question de pourquoi est-ce que ces fédérations internationales, pourquoi est-ce que la FIFA aujourd'hui s'intéresse à ces sujets-là, pourquoi est-ce que désormais elle développe une réflexion, des communications sur le sujet. Pour les actions, on verra la réalité des faits. À mon sens, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. Le premier, c'est le fait qu'il y a une pression populaire qui me semble de plus en plus importante. Il y a de ça une vingtaine d'années, la question de l'environnement était importante, mais elle n'arrivait pas à mobiliser, à structurer une partie de la population autour de ces sujets, et qui était très rapidement
balayé d'un revers de main. Or, aujourd'hui, on sait à quel point c'est quelque chose de structurant, on sait à quel point les différentes enquêtes de différents médias vont pouvoir susciter l'attention et vont pouvoir arriver à focaliser différentes revendications qui vont pouvoir être portées, relayées, notamment aussi par le prisme des réseaux sociaux, par les interpellations qu'il va pouvoir y avoir, par les manifestations. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir se développer tout au long des années 2000-2010, où on va voir une vraie mobilisation de la société civile avec une organisation de la société civile à ce niveau-là. On va voir de plus en plus aussi d'ONG se mobiliser sur le sujet, sur le domaine de l'environnement. Au moment où Carlos lève sa tasse WWF, on voit qu'il y a effectivement des ONG qui se mobilisent sur ce sujet, qui se saisissent de ces éléments-là. Dans le domaine des droits humains, Human Rights Watch a été extrêmement présent. Amnesty International, depuis une dizaine d'années, pardonnez-moi l'expression, les marques à la culotte, le Qatar justement sur un certain nombre de sujets et suit avec attention tous les pas en avant, pas en arrière qui ont été réalisés à Doha et n'hésite pas à pousser et à aller plus loin dans un certain nombre de revendications, de pression qui me semble importante à souligner aussi, qu'on a un tout petit peu abordé, mais qui, pour le coup, me semble aussi essentiel, c'est une pression judiciaire avec les différents soupçons qu'il y a pu avoir concernant les questions d'attribution de la Coupe du Monde, concernant les différents contrats qui auraient pu être passés par des prestataires avec des sociétés locales au Qatar, mais plus largement sur un certain nombre de chantiers d'organisation de grands événements sportifs. Et donc, on voit un monde judiciaire qui s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans le monde du sport, va questionner les contrats, les accords. Et à ce titre, on a aussi beaucoup entendu parler de cette Coupe du Monde 2022, aussi parce que c'est une vraie saga depuis 2010, où on a eu absolument chaque été, chaque année, une mobilisation de différents acteurs. L'UFBI, par exemple, le Department of Justice américain qui a fait un coup de filet en 2015. On a aussi en Suisse un certain nombre de procédures qui ont été mises en place, notamment par le tribunal fédéral qui a poursuivi un certain nombre d'acteurs de ces affaires-là et qui montrent à quel point désormais, le monde judiciaire, le monde pénal rattrape le monde du sport qui, pendant trop longtemps, s'est senti à évoluer en dehors de tout cadre ou en dehors de tout cadre fixé, comme il peut être fixé pour d'autres acteurs internationaux. Il y a un autre élément qui me semble important à souligner, peut-être un troisième type de pression, qui sont pour le coup, eux, directement liés aux acteurs du sport. Alors, on peut penser à différents types d'acteurs. J'ai en tête, on pourrait évidemment tous les citer, mais je vais en citer que deux. Les premiers, ce sont les joueurs, et les seconds, ce sont les sponsors. Je vais peut-être commencer par les sponsors et terminer par les joueurs. Concernant les sponsors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, les sponsors n'ont pas du tout pris la mesure de ce qui était en train de se passer sur les terrains, n'ont pas du tout porté de jugement sur la façon dont étaient organisés un certain nombre de grands événements sportifs internationaux. Or, aujourd'hui, on se rend compte, notamment avec toutes les questions de RSE, avec toutes les questions j'ai oublié, le terme m'échappe, pardon, les questions de responsabilité, alors pas de responsabilité, mais de bonne réputation, un certain nombre aujourd'hui d'acteurs économiques rechignent à s'afficher auprès de fédérations sportives internationales, auprès d'organisateurs pour faire sa publicité. J'ai un exemple en tête, alors qui est sans doute un tout petit peu qui aujourd'hui était plutôt l'exception, mais qui peut avoir tendance à devenir la règle, c'était ce qui s'est passé en janvier 2021 avec le championnat du monde de hockey sur glace qui devait être organisé de manière conjointe entre la Lettonie et le Bélarus. En l'espace d'une semaine, notamment à la suite de menaces de deux sponsors qui expliquaient que si la compétition était maintenue au Bélarus, ils se retiraient de cette compétition et donc ils retiraient les différents fonds qu'ils avaient investis dans cette compétition. La fédération internationale a donc décidé de
retiré cette compétition à la Lettonie pour uniquement au Bélarus pour uniquement la confier à la Lettonie, et qui a montré à quel point si les sponsors véritablement décidaient de rentrer dans un rapport de force, quelque chose était envisageable, était possible. Et il y avait quelque chose qui était en train de se dessiner, chose dont on avait vu déjà un certain nombre de prémices au cours des précédentes années, notamment avec une publicité, une communication beaucoup moins offensive de la part d'un certain nombre de sponsors lors de la Coupe du Monde masculine de football au Brésil en 2014, lors de la Coupe du Monde masculine de football en 2018 en Russie, ou lors des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin en 2022, et là, qui est encore confirmé avec cette Coupe du Monde au Qatar en 2022, où on voit un certain nombre de sponsors, notamment des sponsors belges, qui veulent justement faire un pas de côté, expliquent qu'ils ne vont pas envoyer leurs clients, comme c'est le cas traditionnellement, sur les invités aux différents matchs, pour justement montrer leur désaccord et leur prise de position par rapport à ces questions-là. Alors vous me direz, c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique, ça relève de la posture, certes, mais ça fait tout de même bouger un certain nombre de lignes, notamment quand on sait à quel point les sponsors ont un rôle crucial dans l'écosystème sportif. Le deuxième point que je voulais développer, c'était justement la question des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment important, parce que pendant très longtemps, les joueurs ont été biberonnés à l'idée de l'apolitisme du sport et du fait qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne devaient pas prendre la parole. Dans le cadre, on parlait tout à l'heure du CIO, dans le cadre de la charte olympique qui est développée, il y a une règle, la règle 50, qui explique à quel point les compétitions sportives internationales ne doivent pas être le lieu de contestation, de politique, de revendication. On a évidemment les exemples de Mexico, par exemple, en tête, qui bien d'autres exemples sur lesquels je pourrais revenir par la suite. Mais pendant, du coup, presque un siècle, on a ces athlètes, ces sportifs et sportives qui ont été conditionnés avec cette logique-là. Or, aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se craqueler. Des athlètes qui prenaient la parole et qui étaient sanctionnés ne le sont désormais plus véritablement. Et d'ailleurs, c'était intéressant, notamment d'un point de vue des droits humains, c'était le propos introductif de Franck Lati sur le sujet. Quelle est la liberté d'expression de ces athlètes, alors que certaines personnes peuvent s'exprimer tout à fait librement, d'autres, en tant qu'athlètes, ne peuvent plus voir leur liberté d'expression complètement peut-être pas anéanti, mais ou du moins très largement encadré sur ce sujet. Et ça pose un certain nombre de questions. Des recours, si ma mémoire est bonne, ont été introduits devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant la CEDH. Et ce sera donc très intéressant de suivre ces éléments-là. Et là, on voit bien à quel point ces joueurs-là, ces équipes sont en train de prendre, peut-être de faire changer quelque chose et de accélérer un peu plus le fait pour ces fédérations internationales, de véritablement se saisir de ces sujets. Deux exemples que je pourrais vous citer. Le premier, avec ces prises de position de la part de l'équipe d'Australie, qui a publié la semaine dernière une vidéo qui directement adressé au monde et plus particulièrement au Qatar, qui appelait le Qatar à accélérer ses réformes et à véritablement changer un certain nombre de ses lois et à continuer à travailler dans cette direction-là. C'était quelque chose qui était une prise de position qui n'était pas du tout envisagée et qui a pourtant été réalisée, qui a d'ailleurs donné lieu à une communication, c'est ce que je disais en introduction, une communication de la FIFA, de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui appelait les fédérations et les équipes à se concentrer uniquement sur le terrain de jeu et non plus sur le terrain politique et donc à partir sur ce qu'il appelait un terrain polémique, ce qui est toujours assez intéressant de la part d'une institution qui a ô combien politisé sa façon de faire et sa façon d'exercer le pouvoir. Et il y a aussi un autre élément qui me semble intéressant, c'est justement à la suite de cette lettre ouverte aux fédérations qui participaient à cette Coupe du Monde, 10 fédérations européennes ont décidé de ne pas suivre cette déclaration-là, de peut-être rentrer dans un bras de fer, même si le terme de bras de fer me paraît pour l'instant trop fort au regard des choses actuelles, mais qui décide de ne pas forcément suivre cette recommandation de la FIFA et considère que les droits humains dépassent la simple compétition et que c'est quelque chose de trop important pour ne pas
pour ne pas véritablement en parler. Je terminerai, je sens voilà, que je touche à la fin de mon intervention, peut-être pour vous dire deux choses. Comme Franck l'a dit, je pense effectivement que le monde du sport fait des choses, sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. L'expression tout à l'heure a été employée, c'est le monde du sport comprend aussi que s'il perd son public, s'il perd ses équipes, s'il perd ses sponsors, c'est tout simplement la fin de la Poulouse d'Or. Il va tuer la Poulouse d'Or et il n'y aura plus personne pour accueillir ces grands événements sportifs internationaux et donc pour faire rentrer des fonds au sein de sa structure et donc de pouvoir relancer d'autres éléments. J'avais eu tendance à être plutôt optimiste, notamment au regard de différentes annonces qu'il y avait pu avoir sur la question des droits humains, sur la question de l'environnement, sur la question plus largement du respect d'un certain nombre de règles qui m'apparaissent comme essentielles, même si je dois vous avouer être retombée dans un pessimisme assez patent à deux égards. Le premier étant intervenu l'année dernière où ça concerne le rugby, mais c'était l'annonce par les organisateurs des championnats continentaux européens de l'arrivée de 5 franchises sud-africaines dans la Champions Cup, par exemple, qui montre à quel point, d'un point de vue d'un point de vue sportif, ça peut évidemment s'entendre, mais d'un point de vue environnemental, ce sera un cauchemar environnemental. Et le second point que je mentionnais en introduction, qui était celui de la désignation, l'élection de l'Arabie Saoudite et plus particulièrement de NEOM pour l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029, qui pose absolument et qui symbolise absolument toutes les pas en avant et 5 pas en arrière qui peuvent être faits par le monde du sport, où l'on pense qu'un certain nombre de messages ont été reçus et ont été saisis et intégrés, et juste après, un contre-exemple qui vient démontrer à quel point cette compréhension s'avère fragile et qu'il y a un vrai travail de recherche, mais également de persuasion qui doit être réalisé pour justement faire définitivement évoluer la gouvernance du sport afin qu'elle réponde aujourd'hui complètement aux enjeux qui sont les nôtres actuellement. Et j'ai été bien trop longue et je m'en excuse. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, je vois que nous avons plusieurs questions. Nous allons donc profiter des 20 prochaines minutes pour essayer d'y répondre. Ma menace de vous poser des questions au sujet du cyclisme a dû porter ses fruits, puisqu'on a beaucoup de gens qui ont des interrogations, notamment une auquel, Carole, tu as déjà répondu, puisque c'était la place des athlètes et des sportifs dans ces discussions-là. Donc, je vais vous proposer de partir sur une autre question qui était la première. Comment est-ce que cela se fait que la FIFA ait validé un tel projet avant les votes, c'est-à-dire, nous précise la personne qui pose la question, tout le monde sait que les stades ne sont pas construits préalablement, dans ce cas en particulier, et il paraît évident, en tout cas, que cette construction d'infrastructures dans des temps records et dans un pays avec un nombre d'habitants de 2,6 millions nécessitera des ressources humaines et, je me permets de rajouter, des ressources de manière générale, si on veut partir aussi sur l'environnement. Qui souhaite s'attaquer à cette question? Moi, je veux bien dire deux mots rapides. Déjà, temps record, ça peut être discuté parce que c'était proclamé en 2010. On est en 2022, 12 ans pour construire des infrastructures. Ça me paraît un temps finalement assez acceptable et qui n'implique pas nécessairement une cadence à marche forcée. Cela étant, comme j'ai dit dans ma communication, à l'époque, les droits de l'homme n'étaient pas un critère pour la FIFA. Donc, je ne pense pas qu'elle soit posée un seul instant la question de savoir si les travailleurs sur les futurs chantiers allaient voir leurs droits molestés. Voilà. Ensuite, il y avait des conditions politiques à l'époque qui présidaient aussi au fait que c'est très important que la Coupe du Monde ait lieu pour la première fois au Moyen-Orient,
plus, ça a été évoqué, les soupçons de corruption, les enquêtes qui sont en cours sur les achats de votes, etc. Je n'ai pas d'informations particulières, donc la justice tranchera là-dessus. Très bien. Carlos, tu voulais rebondir aussi sur cette question. Oui. Effectivement, comme l'évoquait à l'instant Franck, si on laisse de côté les questions de corruption, il y a la volonté de la FIFA, et encore une fois, on est dans une logique économique, dans une logique de marché, de développer les parts de marché, effectivement, et d'aller dans des pays dans lesquels il n'y avait jamais eu de Coupe du Monde, donc dans une région du monde où il n'y avait jamais eu de Coupe du Monde, pour développer le marché, un peu comme les JO de Pékin, les JO d'hiver qui ont été attribués à la Chine dans cette perspective-là pour favoriser le développement de l'aura médiatique et donc des revenus qui découlent de ce retentissement médiatique. Carole l'évoquait il y a quelques instants. Voilà. Et puis, je voudrais ajouter, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le développement des polémiques, comme dirait notre cher ami Gianni Infantino, donc, qui a été juriste à l'UEFA avant de devenir président de la FIFA, comme quoi juriste, ça mène à tout, eh bien, on voit bien qu'il y a des polémiques qui se développent dans de nombreux pays, notamment européens ou autres, mais du coup, la FIFA et le CIO se retrouvent aussi un petit peu coincés, si je puis dire, et se tournent à la fois pour des raisons économiques que je viens d'évoquer, mais aussi pour, entre guillemets, faute de mieux, vers ces pays-là. Pour les JO d'hiver, on a eu Pékin, mais il y avait eu Cracovie, Oslo et Stockholm qui étaient candidates, si je me souviens bien, je parle sous le contrôle notamment de Carole, ça me rassure, elle hoche la tête, et qui se sont désistés au fur et à mesure en raison justement de l'opposition de la société civile par rapport au coût environnemental notamment. Voilà, je m'arrête là. Merci. Nous allons passer à une autre question. Est-il envisageable que des États tels que la France refusent d'envoyer leurs représentants au Qatar pour la Coupe du Monde, par exemple? Et quelle serait la réelle utilité de ce genre d'action pour l'évolution du sport au regard des droits humains? Je vais y ajouter une seconde question qui pourrait être liée à ça. N'est-ce pas là des revendications de pays développés, par exemple vis-à-vis des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite? Est-ce que les équipes ou les sponsors de ces pays se révoltent? N'est-ce pas vu comme une ingérence ou une morale donnée des pays développés sur les pays en développement? D'un côté, est-ce que la France en gros peut faire quelque chose? De l'autre côté, est-ce que ce n'est pas une ingérence des pays développés? Qui souhaite s'attaquer à ces questions? Alors, je veux bien prendre la question du boycott, si ça vous va, messieurs. Concernant le boycott, à vrai dire, alors clairement, il n'y a aucun suspense sur le fait que la France enverra une équipe sans aucun problème. La Fédération française sera représentée. La question qui va se poser, c'est plus, donc un boycott sportif est complètement à exclure, et ça a, à mon sens, toujours été le cas. Ça fait depuis le lendemain de la désignation du Qatar comme pays hôte de cette Coupe du Monde que la question du boycott est mise sur la table et systématiquement écartée d'un revers de main, parce que, alors là, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais en fait, la question de l'efficacité se pose. Quand vous cherchez à boycotter un événement sportif international, l'objectif pour vous, ça va être de faire changer, la loi en question, de dénoncer une situation, d'attirer l'attention sur ce sujet, et surtout, ce qui me semble important, et notamment l'histoire nous l'a enseigné, c'est d'arriver à faire bloc et arriver à faire front commun sur une décision. C'est pour ça que lorsqu'on a des boycotts qui ont été particulièrement célèbres et dont on se souvient aujourd'hui, ce sont des boycotts qui sont intervenus pendant la guerre froide, notamment les boycotts de 1976 à Montréal, 1980 à Moscou ou 1984 à Los Angeles. Et on s'en souvient non pas parce qu'ils ont été efficaces. En 1980, le boycott avait été réalisé pour dénoncer l'invasion soviétique en Afghanistan. Les troupes soviétiques ne se sont pas retirées à la suite du boycott, elles sont même restées 9 ans de plus en Afghanistan, mais par contre ça a permis de mettre en avant
une dénonciation collégiale et collective de cette situation. Or, et ça, c'était à mon sens possible dans un contexte de guerre froide où il y avait justement une polarisation telle qu'on arrivait à faire bloc et à faire passer un message commun. Aujourd'hui, à mon sens, c'est quelque chose qui n'est plus possible, et ça s'est d'ailleurs illustré lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques de Pékin, où, rappelez-vous, le 6 décembre 2021, les États-Unis, par la voix de Joe Biden, annoncent qu'il va y avoir un boycott, non pas sportif, mais un boycott diplomatique de la part de l'administration américaine, et qui sera suivi par simplement 5 ou 6 États qui lui emboîteront le pas, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni. Donc on revoit le AUKUS qui est reconstitué, ce qui est assez intéressant d'un point de vue politique, mais dont finalement personne ne se souvient. Et donc, il y a toujours cette question-là. Donc, à mon sens, le boycott, si c'est quelque chose, si c'est une arme qui peut être médiatiquement très intéressante parce qu'elle permet de focaliser l'attention sur un sujet, mais en réalité pas efficace. Donc, il y a aujourd'hui une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on peut arriver à faire changer les choses, à faire bouger les choses de façon différente. Et c'est d'ailleurs le postulat et la position qu'a adopté des ONG comme Amnesty International qui à regarder de manière, à mon sens, d'un point de vue parfaitement pragmatique, en se posant la question comment est-ce qu'on peut arriver à introduire un rapport de force et en ce sens, pour eux, il leur semblait plus pertinent de se déplacer et d'aller à la Coupe du Monde et de ne pas appeler au boycott pour essayer à justement pouvoir obtenir plus de choses de la part de l'État qatari, plutôt que de boycotter et dans ces cas-là, de couper absolument tout dialogue d'une part, et d'autre part, de se priver de tout levier de développement. Et ce qui me semble intéressant là, avec cette situation-là, et promis, je termine avec ça, c'est justement de voir que on voit qu'il y a tout un bouillonnement d'initiatives. On ne sait pas si c'est nous individuellement qui devons prendre des décisions, si c'est les sponsors qui doivent se bouger, si c'est les équipes qui doivent se bouger, si c'est les sportifs qui doivent se bouger, si c'est les États qui doivent également faire quelque chose. Donc on assiste à un espèce de bouillonnement d'idées avec des bonnes choses, des choses inabouties, des choses un peu brouillonnes qui sont lancées sans véritablement prendre conscience des différentes conséquences que cela peut avoir. Mais c'est pour sortir de ce réflexe un peu pavlovien qu'on peut avoir de on n'est pas d'accord, on va boycotter, qui à bien des égards peut se comprendre, mais qui, d'un point de vue de l'efficacité, n'a, à mon sens, pas montré ses preuves. Et là, on est, je pense, avec cette Coupe du Monde, à vraiment un tournant de réinvention de nouveaux rapports de force qui est en train de se mener, qui est aussi possible parce que le Qatar est un État qui est sensible à cette question-là, qui répond à cette pression-là, chose qui n'était, par exemple, pas du tout possible de faire avec des États comme la Russie ou comme la Chine, qui n'en avait que faire d'entendre que des consommateurs, des spectateurs n'allaient pas se déplacer sur des fat zones ou n'allaient pas regarder les différentes compétitions. Donc, ce qui me semble surtout intéressant, c'est de voir ce bouillonnement-là. Reste à savoir ce que ça va donner dans les prochains mois et dans les prochaines années. Carlos, avant qu'on prenne une autre question, tu voulais réagir aussi à cette tout a été dit et bien dit par Carole. Effectivement, le boycott diplomatique plutôt que boycott sportif qui a été assez rare dans l'histoire et dans un contexte très particulier. Puis c'est une logique binaire, en effet, qui est assez manichéenne, assez peu efficace. En revanche, oui, pour prolonger ce qui a été dit par Carole à la fin à propos du Qatar, qui a réagi effectivement aux pressions de la communauté internationale, et ça avait été relevé par Franck d'ailleurs dans les progrès qui ont été faits en matière de droits humains, etc. Ce qu'on peut espérer, et c'est effectivement un vœu, c'est simplement un vœu, c'est que dans la perspective des Jeux asiatiques qui vont se tenir en Arabie Saoudite en 2029 et dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, c'est que le Qatar serve entre guillemets d'exemple pour que ces Jeux asiatiques, alors on peut le déplorer à tous égards, et notamment sur le plan environnemental, bien sûr, des Jeux d'hiver dans un pays de cette région du monde, c'est complètement saugrenu pour ne pas dire autre chose. Mais ce qu'on peut au moins espérer, c'est que dans la situation telle qu'elle existe,
Et vu qu'il y a peu de chances qu'il y ait un boycott de ces Jeux asiatiques qui se tiendront donc en Arabie Saoudite, c'est qu'au moins l'Arabie Saoudite tienne compte du précédent qatari et améliore lui aussi ses règles en matière environnementale et en matière de droits humains. Voilà, c'était simplement un vœu pour essayer d'être un peu optimiste aussi. Voilà. Très bien, alors je vais prendre une autre question, ce sera selon le temps qui lui sera consacré, peut-être l'avant-dernière. Qu'en est-il d'une réaction juridique internationale a posteriori contre le Qatar ou la FIFA pour les conditions des travailleurs migrants ayant entraîné des décès massifs? Y a-t-il eu des recours devant la CIJ ou autre juridiction internationale? Et sinon, cela reste-t-il envisageable? Je crois que Franck, c'était une question qui te plaisait. Merci Alexandre. Oui, je veux bien répondre à cette question. Bon, déjà, des recours devant la Cour internationale de justice, il n'y en a pas. À mon avis, il ne faut pas en attendre. La Cour internationale de justice donc, ne juge que les États. Donc, effectivement, elle pourrait juger potentiellement le Qatar, pas à la FIFA. Mais il faut qu'il y ait une base de compétences. En droit international, il n'y a pas un juge obligatoire. Il faut que le Qatar ait consenti d'une manière ou d'une autre à la compétence de la Cour internationale de justice. Alors, il y a certaines conventions internationales auxquelles le Qatar est parti qui ont une clause internationale de justice. Je pense à la convention sur l'élimination de la discrimination raciale. Et d'ailleurs, le Qatar a fait un recours contre l'Arabie saoudite sur la base de cette convention. Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une affaire de discrimination raciale. Même si on a des travailleurs migrants, bon, ce serait un peu compliqué de monter une affaire sur cette base-là. Mais bon, voilà. Et sur d'autres bases, ça me paraît difficile parce que le Qatar ne reconnaît pas la compétence de la Cour. Alors, il faudrait faire une étude détaillée de toutes les conventions internationales auxquelles le Qatar est parti. Je note néanmoins qu'il y a une plainte devant l'OIT formulée contre le Qatar. C'était en 2014, non, même un peu avant. C'est lorsque justement les conditions de travail des travailleurs migrants ont été dénoncées par la société civile internationale. Et donc, il y a eu une plainte, et notamment pour le non-respect des conventions 29 et 81 de l'OIT. Alors, la convention 29, c'est sur la convention sur le travail forcé. La convention 81, c'est sur l'inspection du travail. Donc, le Qatar a dû rendre des comptes devant l'OIT sur le respect ou pas de ces conventions. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas un tribunal, hein, ça reste un processus assez diplomatique, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le conseil d'administration de l'OIT a clos en 2017 la procédure de plainte au vu justement de l'évolution de la législation au Qatar, le fin de Sisam de la Kafala, etc. Donc le conseil d'administration de l'OIT a dit, bon, ben voilà, le Qatar a pris des mesures et donc je clôt la procédure de plainte. Bon, bref, du côté du Qatar, il n'y a pas vraiment de recours à envisager sérieusement, à mon sens. Et puis, alors, pour la FIFA, c'est assez intéressant. Alors déjà, de quoi la FIFA serait responsable? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas elle qui fait subir directement aux travailleurs ces conditions de travail. Ce qu'on pourrait reprocher à la FIFA éventuellement, c'est une négligence dans le suivi de ce qui se passe. Mais encore une fois, la FIFA n'est pas en contrat direct avec les entreprises, c'est les autorités du Qatar ou la fédération, le comité d'organisation qui passe des contrats. Mais donc, il y a quand même une chaîne de responsabilité qui serait très, très diluée. Bon, après, peut-être qu'on peut envisager des procédures. Bon, déjà, il y a des procédures contre les entreprises elles-mêmes dont je vous ai parlé. Ça, c'est quelque chose, c'est un levier qui est assez intéressant, dont on ne parle pas beaucoup. À mon avis, on devrait en parler plus. Et notamment, on peut faire une comparaison avec le cas de Lafarge, qui a fait l'objet de poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité en raison de ce qui s'était passé en Syrie avec Daesh. Donc, la responsabilité des entreprises, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Au niveau de la FIFA, une voie qui pourrait être explorée, mais depuis que finalement la protection des droits de l'homme fait partie de ses règles, de ses statuts, article 3, je vous rappelle, la FIFA s'engage à protéger les droits de l'homme, on pourrait envisager que, par exemple, une association membre de la FIFA, une fédération, reproche à la FIFA de ne pas respecter cette clause-là, et là, le tribunal arbitral du sport serait compétent pour connaître de cette affaire, parce que les litiges entre
la FIFA et ses associations membres sont de la compétence du tribunal arbitral du sport. Donc, on pourrait inventer un recours entre une association nationale contre la FIFA ou quelqu'un d'autre qui serait affilié à la FIFA contre la FIFA qui n'aurait pas respecté son article 3 sur la promotion des droits de l'homme. Voilà ce à quoi je pense comme ça, mais voilà, encore une fois, là, je fais de la réflexion très, très prospective et ça ne veut pas dire que les faits seraient avérés et que la FIFA serait condamnée parce qu'encore une fois, dans cette affaire-là, la FIFA a quand même été assez proactive et a suivi les recommandations de son comité consultatif pour l'essentiel et a fait pression sur le Qatar pour que la situation soit améliorée. Donc voilà, il faudrait établir aussi sa responsabilité en la matière, ce qui serait pas forcément évident. Carlos, tu voulais ajouter un mot et cela conclura donc ces débats. Merci Alexandre. Oui, ça m'inspire. Je suis très, très, très inspiré par le sujet. Pour continuer dans le registre du droit fiction qu'évoquait Franck il y a un instant, on pourrait imaginer également des recours qui auraient trait aux effets environnementaux de ces manifestations, passant par le biais des droits humains, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on sait que la Cour de Strasbourg protège le droit à un environnement sain de manière indirecte, protection. Mais on pourrait imaginer, alors là, je fais vraiment du droit fiction au carré, voire au cube, que, par exemple, certaines grandes fédérations sportives internationales ayant leur siège en Suisse, on pourrait très bien imaginer que la Suisse soit attaquée et donc ce serait un moyen de mettre en œuvre une forme d'effet horizontal. Ça a déjà été vu dans d'autres litiges environnementaux, hein, comme dans l'affaire Lopez-Ostra en 1994. L'Espagne est condamnée pour ne pas avoir légiféré et laisser donc des atteintes commises par des entreprises. Donc là, on pourrait très bien, alors ça pose après des questions d'extraterritorialité, mais on pourrait très bien imaginer que la FIFA soit attaquée indirectement. Il y a de plus en plus de recours aujourd'hui qui sont intentés d'ailleurs par des individus, par des ONG devant la Cour de Strasbourg en raison des atteintes au climat, à l'encontre des États. Mais il y a aussi des possibilités face aux entreprises et notamment, moi je repense encore une fois au devoir de vigilance qui va être imposé aux grands acteurs économiques qui sont en Europe. Alors évidemment, la Suisse est en Europe, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Ceci étant, on pourrait imaginer que ce pourrait être une voie intéressante dans la mesure où bien souvent, d'ailleurs, la Suisse reprend le droit de l'Union européenne sur de nombreux aspects, notamment en dimension économique, dans le cadre de l'espace économique européen. Voilà. Mais là, je fais vraiment du droit fiction au cube. Mais voilà, on pourrait effectivement imaginer également cette connexion qui est de plus en plus forte entre droits humains et environnement. Bien, bon, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez passé à répondre aux questions des spectateurs. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à préparer ces interventions, c'était très, très intéressante. Je vous remercie pour les spectateurs d'avoir suivi ce webinaire. Nous n'avons malheureusement pas pu prendre toutes vos questions. Nous avons laissé de côté les sports mécaniques et la question des mesures qui seraient prises ou non vis-à-vis de l'environnement. Nous avons laissé d'autres questions très intéressantes. Le cyclisme, Alexandre? Le cyclisme, mais qui fait des progrès, je crois. Non, mais on n'en a pas parlé. Nous n'en avons pas parlé. Pas cette fois. Je voulais remercier tout particulièrement Monsieur Pariente de nous avoir permis de tenir ce webinaire pour le département d'Aix. Remercier aussi Clémence Boineau, que vous ne voyez pas, mais qui est à l'organisation de ces webinaires. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir bien voulu venir nous rejoindre. Alain, je te laisse la conclusion. Merci beaucoup, Alexandre. Je voulais simplement remercier tout le public, dire à tous les intervenants un grand merci aussi, leur dire qu'on a battu le record de spectateurs de ce webinaire. Donc, ça a mobilisé, et encore à cette heure-ci, beaucoup de gens sont encore présents. Donc, et je voulais vous remercier surtout de la qualité de vos interventions, dire que
grâce à vous, ça nous a fait, enfin en tout cas moi personnellement, beaucoup réfléchir sur le côté finalement peut-être évident initialement de la question et peut-être des interrogations qui sont posées. Et finalement, à vous entendre, on a bien vu la complexité surtout de la situation, la question du pragmatisme qui est souvent vu comme un problème et qui peut être parfois des solutions et qui peut avancer aussi vers des progrès. Et finalement, on ressort de là peut-être, je ne vais pas dire plus rassuré, mais avec quand même quelques éléments positifs qui pourront sans doute alimenter d'autres débats. Donc, merci beaucoup au nom du département. Merci à tous. Et puis bonne soirée, à bientôt pour un nouveau webinaire.